France 24, LCP. Public Sénat présente. Bienvenue au Parlement européen avec ceux qui regardent en direction des étoiles. Depuis quelques années, le spatial n'est plus seulement une aventure inspirante, mais aussi un champ de bataille de souveraineté avec des implications militaires bien réelles. Le rôle vital que joue pour la défense de l'Ukraine le réseau américain de communication par Internet Starlink d'Elon Musk interroge les Européens sur leurs propres capacités. Certes, l'Union européenne vient de lancer son programme Iris de 300 satellites, mais il n'en reste pas moins qu'il sera opérationnel en 2030. Et en ce mois de mars, l'Europe se félicite aussi du premier lancement commercial réussi d'Ariane 6, la fusée de l'Agence spatiale européenne, qui va lui permettre de retrouver son autonomie par rapport à l'américain SpaceX notamment. En attendant, le déficit d'investissement public se fait ressentir. Les Européens consacrent à peine 15 milliards d'euros par an à l'espace. Les Américains dépensent 70 milliards, de l'ordre de 6 fois plus. Pour la première fois, il y a cependant un commissaire européen avec le mot « espace » dans son intitulé. Il s'appelle Andrius Kubilius. Écoutez-le. Si nous n'agissons pas, notre industrie spatiale européenne risque le déclin par rapport à ses concurrents. Ce n'est pas acceptable. L'espace, c'est le futur. Qui contrôle l'espace, contrôle le futur. L'Europe doit maintenir un leadership dans l'espace. Nous ne pouvons pas laisser l'espace à l'axe des puissances agressives et autoritaires. Si nous voulons que l'espace soit source de bien, l'Europe doit rester une puissance spatiale. Alors pour parler de ce sujet assez passionnant quand même, François Calfon, eurodéputé Bonjour. Socialiste, vice-président du fameux intergroupe au Parlement Ciel et Espace. Vous êtes aussi membre de ce groupe, Asita Kanko, eurodéputé des conservateurs et réformistes, la NVA qui est au pouvoir en Belgique. Et nous sommes aussi aujourd'hui en compagnie de Philippe Michel. Vous vous occupez de stratégie à la direction de la navigation, Monsieur Michel, de l'Agence spatiale européenne. L'ESA a été créé en 1975. Expliquez-nous en un mot peut-être en quoi cela consiste. Alors effectivement, l'Agence spatiale européenne, donc autrement appelée l'ESA, a été créée il y a 50 ans. Et c'est un organisme intergouvernemental, c'est-à-dire que c'est un organisme qui travaille pour le compte donc, de ses États membres. Et aujourd'hui, il y a donc 23 États membres. L'objectif de l'Agence spatiale européenne, c'est donc de proposer à ses États membres des activités donc, spatiales. Donc les programmes que l'on connaît, ce sont les programmes Ariane, donc la fusée européenne. Ce sont aussi donc, des programmes scientifiques, des satellites qui explorent l'univers, des programmes donc, d'exploration, les astronautes européens, les rovers qui vont sur Mars. Mais aussi l'Agence spatiale européenne travaille en étroite collaboration avec d'autres organismes et depuis maintenant une vingtaine d'années, notamment avec l'Union européenne, parce que l'espace a pris une telle dimension qu'il est important effectivement de connecter la compétence technique de l'Agence spatiale européenne avec la compétence politique de l'Union européenne pour des projets d'envergure et des projets phares. On va y revenir, je suppose, un peu plus tard. Voilà, un modèle européen assez singulier, on y reviendra peut-être, mais d'abord François Calfon. On entend que l'ambiance a changé autour de la conquête spatiale. On rêvait de Mars, on rêvait des étoiles, on en rêve toujours, mais il y a aussi des questions très concrètes qui se posent à nous, notamment depuis la guerre en Ukraine. La question de la défense, de la sécurité, oui, des télécommunications. C'est un réveil un peu tardif, non ? Écoutez, l'ambiance a changé. Je vais prendre le titre d'un film bien connu, La guerre des étoiles. Et ça n'est pas une vue fantasmée, ce sont des choses extrêmement concrètes. On parlait de Galiléo à l'instant. Galiléo sert en Ukraine au guidage des missiles ukrainiens sur la Russie. C'est très concret. On sait qu'en 2021, les Russes, avec un missile, ont détruit un satellite en orbite géostationnaire. Et puis nous avons la photo d'Ariane. Pour nous, ce sont les usages civils. Mais quand vous allez au Muro, je révèle un secret qui n'en est pas un, vous avez la partie civile qui s'appelle Ariane et la partie militaire dans la même usine qui construit les missiles nucléaires français M51, sa version M52. Donc vous voyez, la question de la défense, elle est intimement liée aux applicatifs de défense. Mais pour l'instant, en Ukraine, c'est Starlink qui opère. Alors l'Ukraine, c'est Starlink. Depuis que M. Musk, par son réseau social X, a
insulté le ministre polonais qui finançait pour 50 millions de dollars Starlink. Eh bien, progressivement, Dieu merci, nous avons une alternative européenne qui le permet, même s'il n'y a que 600 satellites à l'espace par rapport aux 6000, mais qui peut prendre le relais. Et la question qui est devant nous, c'est de retrouver l'autonomie stratégique sur les constellations de satellites où nous avons pris un retard énorme. Oui. Justement, Madame Kanko, on est quand même un peu partagé sur cette affaire d'Elon Musk. D'ailleurs, la droite et la droite de la droite ça se demande si c'est oui ou non un danger pour nos démocraties. Et d'ailleurs, la droite italienne avait ce grand projet de lui acheter pour 1,5 milliard d'euros justement ces réseaux Starlink et pas l'européen, et investir moins dans l'européen. C'est un vrai débat ouvert en Europe. Oui, alors je pense que le plus important, c'est d'être équipé. Et parfois, on ne va pas regarder, on ne va pas faire les yeux doux au vendeur ou bien regarder qui il est avant de le faire. Il faut qu'on soit équipé et on doit être réaliste. On n'a pas les capacités qu'ils ont et qu'on peut acheter. Donc, ce n'est pas un choix pour Elon Musk, c'est un choix pour Starlink. Mais on voit qu'il y a une discussion et je trouve aussi que la discussion, elle est légitime. Parce qu'évidemment qu'il faut protéger la démocratie et le pouvoir de décision. Quand on a des opinions politiques, il faut alors rééquilibrer les choses. Il faut que la conversation ait lieu. Il faut qu'on sache qui va contrôler notre pouvoir quand on aura fait ce genre d'achat. Et les Canadiens se posent également la question. Je trouve que c'est des questions légitimes. Ça ne veut pas dire que l'intention n'est pas tout autant légitime. Donc aujourd'hui, il y a une discussion et cette discussion va avoir lieu. En Belgique, on l'a aussi. Mais on doit mettre ça en parallèle avec autre chose. Et c'est pour ça que dans l'intergroupe, c'est pour ça que dans l'intergroupe où on est tous les deux vice-présidents de l'intergroupe Sky and Space, c'est qu'on doit contribuer à rendre l'Europe ambitieuse sur ce domaine-là. Parce qu'on en est aujourd'hui à se poser la question qu'est-ce qu'on achète et qu'est-ce qu'on n'achète pas. Mais on devrait arriver à se poser la question qu'est-ce que les gens vont nous acheter à nous. Alors, et c'est là qu'on doit arriver. Une nuance, en réalité, ce n'est pas une nuance, c'est vraiment un désaccord. En matière militaire, le plus important n'est pas d'être équipé, c'est d'être souverain. Si vous êtes équipé, par Starlink de M. Musk pour vos applicatifs de défense, vous êtes entièrement dépendant de ce qu'il fera de ces applicatifs de défense. Et je constate que le débat, il a eu lieu en Italie. Le président Mattarella, l'opposition italienne, s'est opposée à ce contrat entre finalement M. Musk et Mme Meloni, qui lui était tombée dans les bras. On se souvient de cette image-là. Je constate que l'Italie est en train de faire machine arrière. Et c'est vrai que les solutions européennes, Iris 2, Starlink, Eutelsat ne sont pas du même niveau. Ils ne sont pas prêts, surtout, c'est ce que j'aimerais surtout venir à bout de mon raisonnement parce que je n'ai pas pu dire ce que je voulais dire. Pour Eutelsat, nous avons 600 satellites à l'espace, qui est l'alternative à peu près disponible et qui a pris le relais des gens en Ukraine, tandis que celle de M. Musk, Starlink, 6000 satellites à l'espace. Donc oui, il y a un retard, oui, il faut le combler, mais il ne faut pas faire n'importe quoi pour le combler. Sur la souveraineté, je pense. J'ai dit qu'il faut qu'on soit équipé. Non seulement en achetant ce qu'il faut, c'est pour ça qu'on doit investir dans notre défense, mais aussi en investissant dans notre propre capacité à produire. Maintenant, je dis aussi que les questions qu'il faut se poser sur la souveraineté sont extrêmement importantes et c'était mon deuxième point que je voulais faire. Et ça ne concerne pas seulement les États-Unis, ça ne concerne pas seulement Elon Musk, on peut aussi parler de Lockheed Martin, on peut parler de plein de situations, mais il y a aussi la Chine, il y a aussi la Russie, il y a par exemple le fait qu'il y a un pouvoir étranger sur des investissements autre que Starlink, autre que ça, mais dans nos entreprises ou dans nos ports qui peuvent aussi constituer un risque opérationnel. Et j'ai travaillé sur le sujet en ce qui concerne les ports. Et donc, je crois qu'en ce qui concerne la situation technologique de l'Europe, on a besoin d'investir massivement et on a besoin d'avoir les conversations qu'il faut, mais on n'a pas les moyens de tourner le dos à Starlink. On doit juste avoir les garanties qu'il faut. Et c'est important d'avoir cette discussion-là. Moi, je n'ai pas de préférence, je veux juste que l'Europe soit protégée. Philippe Michel, sur ce projet Iris, alors c'est vrai que l'Europe est bien placée dans certains domaines spatiaux. On pense aux orbites hautes, à Galileo, au GPS, mais sur les orbites basses, on a pris du retard. Ce projet Iris Square, il va arriver dans plusieurs années. Comment expliquer ce retard à l'allumage? Est-ce qu'on a les moyens d'aller plus vite? Avant de parler peut-être de Iris Square, laissez-moi rappeler que Iris Square, c'est le 3e grand programme phare donc, de l'Union européenne que l'on développe donc, en partenariat donc, avec l'Union européenne.
Les deux premiers programmes, ce sont les programmes donc Copernicus, programme d'observation de la Terre, qui est opérationnel, qui est reconnu comme étant un des meilleurs programmes d'observation de la Terre donc dans le monde, qui permet d'obtenir effectivement des images de la Terre pour l'agriculture, pour la sécurité civile, pour la surveillance de l'environnement. Et ça démontre effectivement toute la capacité européenne à mettre en œuvre ces grands programmes. Le deuxième grand programme phare, évidemment, c'est le programme Galileo, le GPS européen, qui d'ailleurs est 3 fois meilleur que le GPS, et qui effectivement permet non seulement de se positionner, de savoir où on va, mais permet aussi donc l'autonomie des véhicules, permet aussi donc de sauver des vies avec la fonction qui s'appelle Search and Rescue. Alors Iris Square, effectivement, a démarré, les besoins sont apparus un peu plus récemment. Il ne faut pas oublier que le programme s'est mis en place en relativement peu de temps, 2-3 ans, entre le moment où effectivement l'Europe a décidé qu'il y avait un besoin et le moment où effectivement aujourd'hui donc le programme est en marche. Il y a eu tout un processus effectivement politique donc, et parlementaire pour mettre en place le programme, tout un processus de négociation pour mettre en place une grosse concession industrielle. Tout ça s'est fait dans un temps tout à fait remarquable et donc maintenant le travail doit se faire pour le mettre en place. Comment expliquer quand même des écarts de budget de 1 à 6 entre l'Europe et les États-Unis dont on a parlé le commissaire qui veut un triplement des fameux 15 milliards par an dans le prochain budget qui démarre en 2028. L'économie spatiale va d'ailleurs tripler elle-même sa taille. Est-ce que ça va suffire pour être dans la course? Alors comment l'expliquer? C'est très clairement le début de notre sujet, les changements d'ambiance en Europe. Aux États-Unis, la question du spatial est intimement liée au lobby militaro-industriel. L'Europe, elle est spatiale, elle est beaucoup française parce que les Français ont l'arme atomique et ont développé des capacités balistiques très importantes. Aujourd'hui, on s'aperçoit, on veut mettre en commun, peu importe les polémiques, des moyens pour recouvrer la souveraineté européenne. Donc c'est un lanceur éventuellement réutilisable s'il y a les commandes nécessaires, parce qu'il y a eu 134 lancements par les lanceurs de M. Musk contre un lancement avec Ariane 6. Et pourquoi? Parce que M. Musk a un modèle économique où il lance ces constellations de satellites qui financent finalement ces lanceurs avec 20 milliards de dollars d'argent public américain sur les 70 milliards de dépenses américaines en matière de défense. Donc il faut maintenant changer de paradigme. Et il faut le dire aussi avec netteté et sans langue de bois. Il y a beaucoup de pays qui, petit à petit, se sont désintéressés du programme Ariane, préférant leurs propres solutions. Les Italiens avaient leurs propres fusées. Les Allemands, considérant que Ariane était une affaire française. Mais Ariane est une affaire européenne. Et vous avez parlé tout à l'heure des avions de chasse. Il est vrai que les F-35 peuvent être débranchés depuis les États-Unis. Pour les lanceurs, pour les satellites, comme pour les avions de chasse, il faut des solutions de souveraineté européenne. Alors, Assita Kanko, on parle de ce modèle européen. C'est vrai qu'il est beaucoup plus basé du point de vue du financement sur les investissements publics par rapport aux États-Unis où le secteur privé est beaucoup plus présent. Est-ce que ce modèle est le bon? Est-ce qu'on ne va pas aussi avoir des problèmes de financement? Je pense qu'on a déjà un problème de financement. Nous, et en Belgique, on a l'intention de le faire. C'est non seulement même d'avoir une usine à Bruxelles pour développer certaines pièces qui sont nécessaires dans l'industrie de la défense. Mais au niveau de tout ce qui est espace et défense, il faut qu'on soit beaucoup plus ambitieux. On ne peut pas uniquement compter sur l'argent public. Il faut que le secteur privé aussi s'en mêle. Et on a énormément de contrôle dans ce qui se passe. Il y a des règles dans ce qui se passe dans le secteur privé. Le secteur privé n'est pas l'ennemi du développement de notre défense. On doit les impliquer là-dedans. Et je pense qu'à ce stade-ci, on est vraiment même pas encore dans la course en termes d'investissement, ni dans la défense traditionnelle, ni dans tout ce qui est innovation au niveau espace. Donc on sera réduit tout le temps à se poser la question qui peut nous contrôler. Et ça, c'est une inquiétude qui est légitime. Je pense que quand on parle de défense, il faut éviter les polémiques parce que c'est un sujet qui parle de sécurité. Et donc là, c'est objectif, c'est rationnel, c'est clair et net ce qu'on doit faire. Et donc il faut rester concentré sur le sujet et voir ce qu'on peut faire. Il y a eu des beaux succès d'ailleurs, en vérité, Monsieur Michel, d'Ariane 6, de Galileo, vous le rappeliez. Est-ce qu'on peut garder confiance, espoir dans notre industrie ? Est-ce que vous voyez se mettre en place finalement des lois spatiales plus favorables dans les mois et les semaines à venir? Est-ce que vous l'ESA, votre sentiment, c'est que l'ambiance a changé aussi?
Il est certain que le secteur évolue. Vous parliez tout à l'heure de l'investissement public. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, même SpaceX bénéficie d'énormes financements publics et d'une commande publique très importante. Aujourd'hui, donc, en Europe, on a environ 10-12 milliards en gros d'investissements publics par an, qui représentent environ 10% de l'investissement public mondial. Aux États-Unis, c'est plus de 50%. Donc l'investissement public américain est massif. Les Européens, pour autant, même avec des budgets plus faibles, ont vraiment des champions. Nous avons des industriels européens donc extrêmement compétents qui font non seulement les systèmes pour l'Europe, on a parlé de Galileo, on a parlé de Copernicus, mais qui exportent aussi dans d'autres pays et qui sont mondialement reconnus pour leurs compétences. Donc on n'a pas à rougir. On a un modèle qui est un petit peu différent. L'initiative privée aussi se développe en Europe. Nous essayons d'accompagner effectivement cette initiative privée. Nous n'avons vraiment pas à rougir de la compétence européenne. François Calfon, le mot de la fin. Le commissaire Andrius Kubilius parle de bouclier spatial européen. Il parle d'une loi spatiale à venir dans les prochains mois. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Elle était déjà programmée, cette loi spatiale, mais elle était focalisée sur la destruction des déchets spatiaux. C'est des dizaines de milliers de déchets spatiaux. Mais qui dit détruire un déchet spatial dit aussi, c'est l'applicatif militaire, détruire un satellite ennemi. On en est là. Je vous rappelle qu'en France, on a développé un armement à côté du naval, de l'aérien, de l'espace. Il y a bien une guerre des étoiles et en Ukraine, l'avenir de la guerre des étoiles se joue aujourd'hui. Je voulais terminer le mot de la fin par le fait qu'il y a une prise de conscience, peu importe ce qu'on a pensé par le passé et comment on s'est divisé, une prise de conscience de la nécessité de garder une longueur d'avance dans l'espace et de reconstruire, ou plutôt construire une véritable souveraineté européenne. Ce sera sans doute dans les 800 milliards d'euros annoncés par Mme von der Leyen, les 150 milliards. Il faut qu'il y ait un volet spatial pour passer de 10 milliards, 12 milliards par an à plutôt 20 ou 30 milliards. Merci à tous d'avoir très bien illustré ce débat sur l'espace. Voilà, vous n'allez pas regarder de la même façon du côté, en effet, des étoiles maintenant. Mais on continue de les regarder et rester fidèles à nos chaînes en attendant.